Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Sylvie Hugues. Bonjour Sylvie. Bonjour. Tu es photographe, consultante en photographie, commissaire d'exposition, journaliste, co-directrice avec Mathilde Théraube du Festival du Regard de Cergy-Pontoise, et en 2021, tu as été élue correspondante de la section photographie à l'Académie des Beaux-Arts. Beaucoup de choses, on aura plein de choses à se dire. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours professionnel jusqu'à maintenant ou voilà jusqu'aux dernières années et pour qu'on comprenne les évolutions que tu as fait, les choix, les rencontres que tu as fait avec la photographie? Alors, comme c'était il y a longtemps, disons que, alors mon parcours, on va partir de la partie la formation, c'est ça que tu veux dire, enfin essentiellement la formation. En fait, moi je suis d'origine, mes parents étaient ouvriers, donc j'ai pas eu une éducation artistique et ça m'a donné une soif de connaître le cinéma, la musique, la littérature, la photographie, une soif immense en fait. Et en fait, j'ai eu deux vies quand j'étais petite. J'ai vécu une partie de mon enfance en Espagne et puis je suis rentrée en France à l'âge de 18 ans. Moi, quand j'ai eu le bac, j'ai fait Hippocagne. Mais comme je venais d'un milieu très modeste dans lequel les études n'étaient pas du tout privilégiées, au contraire, il fallait travailler tôt pour pouvoir ramener la paye à la maison. Du coup, j'ai pas pu continuer, j'ai pas pu aller en Cagne, alors que voilà, parce qu'il fallait travailler, parce qu'il fallait que je paye mon loyer, que je me nourrisse. Donc j'ai opté pour la fac et j'ai fait une double licence en lettres modernes et une licence de cinéma à Censier. Et parce qu'au départ, ce que je voulais faire, moi, c'était du film documentaire. C'est ça qui me plaisait plus que la photographie. J'étais très attirée par l'univers alors, il était aussi photographe, mais Depardon a été un peu mon modèle, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait la rencontre du cinéma direct de Jean Rouch et de Depardon à la fac. Et j'ai découvert la photographie au travers de l'exemple de Depardon et au travers de visites que je pouvais faire à la Fnac Montparnasse. Il faut savoir que là, on est dans les années fin des années 80 et il n'y avait pas autant de galeries qu'il y a aujourd'hui. Pour se faire une culture photographique, il y avait les galeries photos de la Fnac qui étaient gratuites. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent, donc voilà. Et je commençais à acheter tous les photopoches. En fait, les photopoches ont vraiment constitué ma culture photographique. C'est des petits recueils monographiques initiés par Robert Delpire et aussi toutes les expositions du Centre national de la photographie. Moi, je suis un bébé Delpire, on pourrait dire d'une certaine manière. Je me suis vraiment formée. Je trouve que ce qu'a fait cet homme est absolument formidable. Donc, j'ai vraiment formé mon œil, mon regard au travers de cet ensemble. Et donc, du coup, après, je suis allée à la fac, j'ai fait ma double licence. Et puis, petit à petit, la photographie a pris de plus en plus d'importance dans ma vie. Il se trouve que mon père m'avait vendu son appareil de photo et je commençais à en faire moi-même. Je m'intéressais à la technique, j'allais voir des expositions et je commençais à travailler en tant que photographe pour des architectes, surtout sur des photos de chantier. J'aimais beaucoup ça parce que j'avais des amis qui étaient dans le milieu de l'architecture et du coup je devenais semi-pro, on va dire. Alors que parallèlement, les missions que je pouvais faire en tant qu'intermittente du spectacle à l'époque en cinéma documentaire, c'était plutôt des films d'entreprise. Et sur ce est arrivé 1991, la guerre du Golfe. Et les boîtes de com pour lesquelles je travaillais en film d'entreprise, tout en continuant mes études à la fac. Donc c'était ça qui était compliqué, c'est qu'il fallait que je mène tout de front. Et en fait, ces boîtes de communication ont mis la clé sous la porte, donc je me suis retrouvée au chômage.
Et là, il a fallu prendre une décision. Comment je paye mon loyer? J'étais un peu paniquée. Donc, en tant qu'intermittente du spectacle, j'avais la chance d'avoir quand même une petite rémunération. Hein. C'est l'avantage de notre système en France, qui ne laisse pas les artistes complètement sur le carreau. Et je suis tombée, je lisais Libération, enfin je le lis toujours d'ailleurs, et je tombe sur une petite annonce. Hein, à l'époque, il y avait des petites annonces dans l'IB, et je vois magazine photo cherche rédacteur. Donc c'était fin 91. Je me dis bon, après tout, pourquoi pas. Je postule, j'envoie mon CV par la poste. C'était pas il y avait pas encore Internet, il y avait pas encore tout ça. Et je suis convoquée, et là je suis embauchée à ma grande surprise, et je vais participer à la création d'un magazine qui s'appelle Réponse Photo. Et j'ai eu la chance de participer vraiment à sa création sans avoir fait d'études de journalisme, parce qu'en fait moi dans ce que je voulais faire quand j'étais petite, hein, je voulais soit faire de la presse. Alors c'est marrant parce que d'une certaine manière j'y suis retournée je suis arrivée à la presse, mais par ce biais un peu détourné. Soit effectivement du cinéma, soit être médecin, ou être dans quelque chose qui aide les autres. Enfin ou océanographe, parce que j'ai vécu au bord de la mer et que je suis très attachée à la mer, mais ça c'est une autre histoire. Bref, et du coup je me retrouve dans cette équipe de 4-5 personnes qui était un peu on va dire pas le sous-marin, mais d'un grand groupe anglais, EMAP, qui à l'époque s'installait en France. Et Réponse Photo était un petit peu leur coup d'essai pour voir s'il était possible, s'il était viable de lancer un magazine en France. Et donc j'ai eu la chance d'être à la création de ce magazine et de grandir avec lui jusqu'à 2014, moment où j'ai été licenciée. Donc j'ai fait le gros de ma carrière dans ce magazine, et j'ai franchi tous les échelons. Donc j'étais d'abord rédactrice, simple rédactrice. Ensuite, je suis devenue chef de rubrique, et puis en 96, je suis devenue rédactrice en chef jusqu'à fin 2014. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est dessiné, tout en continuant à faire de la photo pour moi. Oui, j'ai fait un livre en 2006 aux éditions Filigrane qui s'appelle Sur la plage, tout en faisant un petit peu de commissariat d'expo quand il y avait des opportunités, parce que dans le magazine, on avait un credo, c'est qu'on préférait faire appel à des photographes qui savaient écrire plutôt qu'à des journalistes qui faisaient de la photo. C'est-à-dire qu'on se nourrissait de notre pratique photographique pour être des passeurs auprès des lecteurs, et ça m'importait beaucoup. De même que je partais souvent de mes envies de rencontres avec des photographes, et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer énormément de photographes, et j'ai fait de magnifiques rencontres, mais toujours dans le but de me dire, voilà, moi je suis juste un filtre entre le photographe et le lecteur, et j'essaye de faire passer son discours le plus fidèlement possible, avec une éthique et une déontologie auquel je tiens beaucoup. Pour moi, avoir la carte de presse, ça a été un grand moment, quoi. Ça signifiait beaucoup. Voilà. Pardon, et sur Réponse Photo, si on s'arrête un petit peu sur cette expérience-là, quelles ont été les évolutions, parce que là tu es resté vraiment assez d'années, en plus sur des années assez décisives dans la photographie où il s'est passé énormément de choses. Le paysage a complètement changé, j'imagine, au début, enfin quand t'es arrivé, quand vous l'avez créé et quand ça s'est terminé. Est-ce que quelles sont les évolutions, ou quelles sont les choses que tu peux retenir de cette période Alors, écoute, au magazine? Ces 20 années, en fait, elles ont été effectivement décisives. C'est-à-dire, quand le magazine s'est lancé, on faisait encore du film, on en fait toujours, hein, tu me diras, mais c'est pas tout à fait la même chose. Les laboratoires fonctionnaient à plein régime. On venait tout juste de passer à la PAO, c'est-à-dire, moi, je tapais mes textes au début sur un petit Mac Cube, et puis petit à petit, à l'époque, on écrivait dans Word, et petit à petit, on est passé à InDesign, au Mac écran 27 pouces, et là-dessus est arrivé aussi le numérique, le jet d'encre, En fait, j'ai assisté en tant que spectatrice et actrice à l'évolution de la photographie et l'arrivée du numérique. Et parallèlement, alors ce qui était super intéressant, c'est que parallèlement, il y avait cette arrivée de la photographie qui passait de l'analogique au digital, et en même temps qui, au niveau artistique, passait de
d'une photographie professionnelle, avec un monde bien distinct entre les professionnels et les amateurs, à la plongée de la photographie dans le marché de l'art. Paris Photo prenant de l'ampleur, les galeries ouvrant de plus en plus, une certaine photographie s'est installée. Je date ça d'à peu près 2004, c'était au moment où on avait lancé un hors-série qui s'appelait Où va la photo, où on s'interrogeait vraiment sur qu'est-ce qu'il était en train de se passer. Et c'est marrant parce que c'était vraiment deux trajectoires qui se sont rencontrés parallèles comme ça, auxquels j'ai assisté, parce que dans le magazine en fait on avait quand je dis on, c'est qu'on était une équipe, on a assisté à ça, et surtout on a jamais voulu délaisser l'argentique dans le magazine. On avait une partie culturelle très importante et on essayait vraiment de faire que dans le magazine il y ait toujours de la pratique, de l'esthétique et de la technique, parce que pour moi c'était les trois piliers de notre photographie, l'un n'allant jamais sans l'autre en fait. Donc j'essayais de maintenir ça, et surtout j'ai toujours essayé de maintenir une partie consacrée à l'argentique, au noir et blanc. Longtemps on nous a un peu identifié comme le magazine qui parlait du noir et blanc. Alors maintenant on dit des procédés en thé numérique, mais bon l'argentique, moi j'y tiens, j'en fais encore. Mais j'ai vu effectivement évoluer cette photographie. J'ai vu malheureusement, d'une certaine manière, une paupérisation croissante des photographes. Dû à quoi, tu penses ? C'est compliqué, mais les photographes pros de l'époque ont dû se convertir à cette nouvelle technique. Il y a eu un nouveau langage, il a fallu s'équiper. Quand vous mettez un film dans un boîtier argentique, il n'y a pas de problème d'upgrade, ou il n'y a pas de problème de nouvelle mise à jour. Quand il faut s'équiper en numérique, il faut tout le temps se tenir au courant, prendre des nouveaux abonnements à Photoshop, acheter des Mac ou des ordinateurs qu'il faut tout le temps, qui soient de plus en plus capacitaires. Et maintenant sont arrivés les réseaux sociaux, c'est encore une autre histoire. Donc tout ça, j'ai vu l'avènement de tout ça, et j'ai vu vraiment la profession de la photographie complètement changer, que ce soit au niveau... Alors la photographie, c'est difficile d'en parler en général, parce que c'est plein de petits mondes en fait. Il y a le monde des reporters, il y a le monde de la photographie plasticienne, il y a le monde des festivals, il y a le monde des institutions, enfin voilà. Et en fait, on a un souci en photographie, c'est qu'on a un seul mot pour définir tout ça. Et photographe, celui qui a un magasin photo, ou celui qui fait des installations conceptuelles au jeu de paume. Donc c'est le même mot pour couvrir toutes ces réalités-là. Du coup, c'est compliqué de parler de photographie en général. Il faudrait avoir 5 heures et démarrer le débat, et on aurait même toute la nuit, je crois qu'on n'épuiserait pas le débat. En tout cas, ce que je vois, et ce qui moi m'attriste toujours, c'est que il y a eu, on le sait, je vais pas refaire l'histoire, la chute de la diffusion de presse, et donc avec la presse faisait quand même vivre beaucoup de photographes, donc les droits photos se sont écroulés. On le voit dans les kiosques aujourd'hui, déjà trouver un kiosque c'est compliqué. On voit que dans les kiosques maintenant, il y a plus vraiment de vrais journaux. Enfin, je parle de la presse magazine, qui sont souvent maintenant des produits marketés. Les droits photos donc se sont écroulés. Les photographes ont eu de plus en plus de mal à financer des reportages ou des travaux au long cours. Heureusement, en France, il existe encore un réseau assez important au travers du Centre national des arts plastiques, du CNAP, etc., des réseaux d'aide à la photographie documentaire. Là, il y a une grande commande qui vient d'être lancée avec la BNF, qui permet de maintenir à flot un certain nombre de photographes, mais c'est quand même vraiment rude. Et je pense qu'il y a aussi toujours un attrait du métier de photo, enfin pas du métier, parce qu'en fait voilà, ce qui est compliqué, c'est que la photographie c'est à la fois un métier et un art. Donc c'est toujours la difficulté entre je suis artisan et je suis artiste. Et en définitive, c'est pareil, c'est toujours pareil. Le même problème, c'est le même mot pour définir des réalités très différentes. Ce qui était intéressant, c'est de voir aussi parallèlement à la chute de la presse, à la chute de la diffusion de la presse, à la chute des journaux, des ventes de journaux, pour différentes raisons. Parce que Internet est arrivé avec un contenu gratuit disponible 24 heures sur 24. Et que les gens se sont dit, mais à quoi bon acheter un journal puisque je peux disposer de la formation gratuite sur Internet avec
tous les problèmes que ça pose de vérification de l'info. On le voit bien maintenant avec les complotistes, enfin tous les fake news qu'on peut voir se disperser à allure vertigineuse sur Internet. Donc en même temps que la presse était de plus en plus menacée, arrivait le marché de l'art en parallèle et l'envie pour des photographes de pénétrer ce marché de l'art comme une espèce de... Oui, parce que c'était un nouvel espace qui s'ouvrait à eux. Alors, il y a... Là, je trouve qu'ils étaient peu armés, mais en fait, les jeunes photographes, beaucoup ils sont orientés vers des écoles d'art, les beaux-arts, etc. Donc les photographes de ma génération ont dû batailler aussi contre ces jeunes générations très bien formées dans ces écoles d'art. Et pour eux, accéder au marché de l'art, ce n'était pas facile. Donc certains y sont arrivés, d'autres moins. Et le marché de l'art, le problème, c'est que c'était un peu un miroir aux alouettes parce que, évidemment, le rêve de tout photographe, c'est de faire un livre, d'exposer en galerie. Il faut savoir que les galeries qui vivent vraiment correctement, il y en a peu. Les loyers parisiens, alors je parle que de la France, je parle pas de l'étranger. Les loyers parisiens sont très élevés. Le galeriste prend 50% sur le prix de vente, mais ça, on en parlera aussi parce que dans mes activités, je travaille aussi dans une galerie. Donc j'ai découvert aussi après mon licenciement cet autre pan de la photographie qui est le monde des galeries, l'univers de marché de l'art en travaillant pour cette galerie et je me suis rendu compte que c'était pas évident parce que faire un livre, être exposé en galerie, ça demande aussi de faire une photographie qui est apte aussi à être montré en galerie. Et tout ça est très compliqué, très complexe. Enfin, je sais pas si je suis d'ailleurs très claire dans mes explications, mais je pense que tu vas peut-être me relancer et on va affiner un petit peu. Il y a des fils, tu vois, qu'il faut tirer. Et là, je suis en train de partir un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Non, mais c'est normal, il y a plein de sujets qui viennent de ces problématiques, donc de toute façon, c'est des conversations, on pourrait aussi y passer des heures. Donc, et donc, du coup, en 2014, quand le magazine s'arrête... Non, le magazine ne s'arrête pas. En fait, pardon. Je suis licenciée, assez brutalement. Et je dois réinventer ma vie professionnelle parce que clairement, vu l'état de la presse, je me dis je vais jamais retrouver un poste de rédactrice en chef. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je vais jamais retrouver un poste de rédactrice en chef dans un magazine photo. Donc je me dis qu'est-ce que je sais faire d'autre et là je fais un site internet qui va me permettre de mettre noir sur blanc mes compétences. Donc je me disais je faisais des lectures de portfolio, là j'ai eu la chance il y a eu un énorme mouvement de solidarité après mon licenciement, des lecteurs se sont manifestés, les gens de la photo. Il faut savoir que la photo c'est un milieu évidemment je vais pas te l'apprendre mais c'est un milieu qui est très sympathique parce que il n'est pas encore trop, j'ai pas envie de dire gangréné, le mot est fort, mais disons que c'est un milieu, contrairement au cinéma ou à la littérature ou à la musique, où les enjeux financiers sont quand même moindres. De ce fait, il y a quand même il y a une famille photographique, on peut dire. Même s'il y a plein de familles, il y a quand même une solidarité, il y a quand même quelque chose d'assez, que je trouve moi particulièrement sympathique, qui est en train de disparaître petit à petit, malheureusement, avec justement la pénétration dans le marché de l'art et l'art contemporain qui arrive à grands pas, qui est déjà, une partie de la photographie est déjà là-dedans. Mais je trouvais, il y a eu en tout cas un mouvement de solidarité et j'ai eu la chance que Jean-Luc Monterosso à la Maison européenne de la photographie me propose de faire des lectures de portfolio à la MEP. Ça c'était une compétence que j'avais. J'ai continué alors je faisais des stages de photographie Arles, j'ai poursuivi lors des rencontres d'Arles faire des stages de photographie et du coup la photographe Flore et son compagnon Adrien Claret m'ont proposé de faire des masterclass avec eux, donc ça fait maintenant 5 ans que j'en fais, donc on forme sur le long terme des photographes, on fait du suivi de projet. Je me suis dit qu'est-ce que je sais faire d'autre? J'ai été aussi, alors je connaissais pas le monde des galeries et Didier Brousse de la galerie Camera Obscura, comme j'avais interviewé la plupart des photographes qui étaient
qui était dans sa galerie, m'a naturellement proposé de travailler à Paris Photo. Moi, je suis assez curieuse en fait, donc je lui dis pourquoi pas. Après tout, je connais pas ce milieu, je vais apprendre. J'aime bien apprendre. En fait, j'ai besoin d'apprendre. Je trouve que c'est vraiment ce qui me nourrit, ce qui me maintient en vie. Et du coup, j'ai travaillé à Paris Photo en 2015. Alors c'était l'année des attentats, c'était vraiment particulier du Bataclan. Mais malgré tout, ça m'a plu et j'ai commencé à collaborer avec la galerie Camera Obscura et là j'ai découvert encore un autre milieu qui est En tant que commercial, du coup, là, c'était... Alors en fait, ce qui me plaisait à la galerie, c'est un peu ce qui me plaisait aussi au magazine, c'est que j'étais assez polyvalente. Je faisais à la fois de la vente, de l'archivage, surtout de la communication parce que c'est vraiment on va dire mon savoir-faire, il se porte plutôt là, quoi, à faire le dossier de presse, à l'envoyer aux journalistes, à essayer de créer des petits événements autour d'expositions et évidemment faire de la vente. Mais la galerie Camera Obscura est une petite galerie qui existe depuis presque 30 ans et en fait chacun est assez polyvalent. Il n'y a pas trop. J'ai même appris à faire un peu d'encadrement. J'aime beaucoup ça. Donc c'est pas comme les grandes galeries d'art contemporain où chacun a une fonction. On est tous capables, enfin on est peu nombreux, de faire un peu de tout, quoi. Toujours avec évidemment la direction de Didier Brousse qui mène ça. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un que j'admire énormément parce qu'il a une ligne depuis 30 ans qui est voilà, il a créé la galerie Camera Obscura avec son épouse Kyoko, avec une ligne directrice très forte. Voilà, et puis là-dessus est arrivé le Festival du Regard qui a été pour moi c'est une très très belle aventure. C'était via Éric Vialatel qui est un monsieur que j'avais rencontré dans ma vie de rédactrice en chef puisqu'il avait gagné un concours au magazine parce qu'on avec Jean-Christophe Béchet qui était rédacteur en chef adjoint, on aimait bien créer des concours qui soient professionnalisants. C'est-à-dire que c'était pas juste on faisait gagner un appareil photo ou je ne sais pas autre chose. On aimait bien faire des concours à plusieurs vitesses, c'est-à-dire que d'abord ils gagnaient un appareil photo, les lecteurs, et puis ensuite ils étaient exposés ou on leur faisait faire un livre. Donc voilà, c'était quand même assez complet. Et grâce à un concours, j'ai rencontré ce monsieur Vialatel qui lui est dans la promotion immobilière, le concept immobilier, et il est passionné de photos, collectionneur, et il avait lancé un festival en 2015, un festival du regard qui s'appelait comme ça, à Saint-Germain-en-Laye dans la ville où il vivait, avec Mathilde Théraube aux manettes. Et moi, j'avais été voir, parce qu'il m'avait demandé de lui donner un coup de main sur le dossier de presse. Donc j'étais venue, j'avais trouvé qu'elle avait fait un travail de grande qualité. Et comme le festival était tout jeune, il m'a proposé de venir prêter main forte sur la direction artistique, mais en réalité avec Mathilde on fait vraiment de tout. Et donc et là j'ai découvert encore un autre domaine de la photographie, c'est-à-dire créer un festival où j'ai retrouvé les mêmes sensations que quand je faisais un magazine. À savoir, on part d'une page blanche. Alors moi j'ai voulu thématiser le festival, donc cette année là on va traiter du thème de la nuit. L'année dernière, c'était intime et autofiction. L'année d'avant, c'était les voyages extraordinaires. J'aime bien l'idée de créer une thématique, un peu comme un magazine qui se donne un dossier. Et au travers de cette thématique, réunir des photographes ou des artistes, même aussi une programmation au niveau des films, puisqu'on projette aussi des films qui sont en lien avec la thématique, et essayer de faire en sorte qu'il y en ait pour tous les niveaux, qu'il y ait des photographes connus, mais aussi des moins connus qui vont bénéficier de la mise en lumière des photographes connus par la presse, qu'il y ait aussi des travaux qui puissent toucher les gens qui sont pas forcément connaisseurs de photographie, puisque maintenant on est à Cergy-Pontoise et on voit bien que la philosophie qu'on a mis en place permet à des gens qui ont jamais ouvert la porte d'une galerie ou qui sont jamais allés dans un musée d'être touchés par la photographie et peut-être d'avoir envie d'en connaître plus. Voilà, ça c'est vraiment ça me plaît beaucoup, ça m'occupe beaucoup de temps. Et pourquoi le changement de ville ? Le changement de ville s'est opéré en 2000. Alors en 2016, on a fait une édition toujours à Saint-Germain-en-Laye.
autour de la matérialité photographique, parce que moi, j'en ai pas encore parlé, mais c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, parce que je prêche pour le fait que la photographie est un support, est un objet, parce que surtout maintenant qu'elle se diffuse par les réseaux sociaux, qu'elle est immatérielle, virtuelle, je me rends compte quand je fais les visites avec les scolaires, par exemple, qu'il est important de leur montrer que la photographie c'est du papier ou c'est un autre support, mais en tout cas voilà, et que le choix du support, le choix du format, le choix de l'encadrement participe beaucoup à l'œuvre photographique. Bon. Ça, c'est un peu un de mes credos. Donc, en 2016, on fait ce festival sur la matérialité photographique. On réunit Sarah Moon, Stéphane Couturier, Georges Rousse dans un ancien manège à chevaux. C'était vraiment une belle édition. Sauf que, en fait, la mairie de Saint-Germain, disons, ne suivait pas à la hauteur qu'on aurait aimé qu'elle suive. Et surtout, il y a l'agglomération de Cergy-Pontoise qui vient voir l'exposition Georges Rousse, qui trouve ça formidable et qui nous dit, le jour où vous voudrez aller dans une autre ville, venez nous voir, on a des lieux à vous proposer. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc on est allé à Cergy. Et là, en fait, c'est un peu l'opposé de Saint-Germain-en-Laye, c'est-à-dire que c'est une ville nouvelle, mais bâtie sur une utopie. Moi, c'est une ville qui me convient parfaitement parce que c'est une ville assez difficile, mais en même temps extrêmement dynamique, avec beaucoup de jeunesse, plein de nationalités différentes, un brassage de population dingue. Et là, il y a un vrai challenge, quoi. Il y a un vrai défi, c'est apporter la photographie dans ces lieux-là. Moi, c'est ça qui me plaît. Et il se trouve que le hasard a fait qu'à chaque fois, on s'est trouvé dans des lieux qui n'étaient pas des lieux où on expose de la photo, qui sont des lieux usuels, des lieux des lieux comme une poste. L'année dernière, on était dans une ancienne poste. L'année d'avant, dans les tours de bureau. Cette année, on va investir un magasin. Ça, c'est une exclue que je te donne, Marine. On va être dans un centre commercial. Et en fait, je me suis rendu compte que d'investir des lieux qui sont pas des lieux, on va dire, sanctuarisés, fait que les gens qui sont curieux de voir ce qu'il y a dans ces lieux-là, puisque c'est des lieux qu'ils fréquentent en temps normal pour payer leur facture d'EDF ou pour aller chercher leur recommandé à la poste, et que du coup ça les intéresse et on arrive à les capter via cet intérêt-là, et on les amène à la photographie par ce biais-là. Donc c'est assez réjouissant. On a l'impression d'être vraiment utile d'une certaine manière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, oui, mais oui. En fait, je me suis aperçue que apporter la culture dans des lieux où il y en a pas forcément, et de cette manière-là, est vraiment enrichissant, et on a des échanges extraordinaires avec les visiteurs. Hein. C'est très très prenant. Et le format, est-ce qu'il a évolué? Et puis, quel sera le format pour l'édition 2022? Alors, le format, il était au départ... le format, c'était surtout thématisé, c'était surtout... C'est combien de jours? Donc, cette année, on va être sur un format assez long, puisqu'on va démarrer début ou mi-octobre jusqu'à fin novembre, avec Paris Photo au milieu. Et on va encore multiplier les animations, sachant que le festival est gratuit, qu'on fait un catalogue aussi avec Filigrane, les éditions Filigrane, qui est distribué au public dans la mesure, la mesure où il y en a suffisamment, parce que tout ça est financé d'une part par l'agglomération et par notre mécène Eri Vialatel. Donc on essaye aussi de payer tous les photographes qui participent au festival, mais on a d'énormes frais de mise en comment dirais-je, mise en état, mise en état du lieu, de mise en conformité par rapport aux réglementations qui sont drastiques, et de scénographie, puisque en fait on fait tout avec Mathilde. On fait à la fois la mise en état des lieux avec un prestataire, et aussi les scénographies, les contrats avec les artistes, avec les photographes. Donc tout ça est énormément de travail, mais bon, on est jusqu'à présent, on est plutôt contente, parce que ça se passe plutôt bien, et que maintenant je crois disons que ça va être la 7e édition, et je crois qu'on commence à être un peu installé dans le paysage photographique des festivals en France. Et l'animation ou les ateliers, etc., c'est Mathilde et toi qui les animez à chaque fois, ou vous avez aussi
une équipe ponctuelle au moment du festival? Non, on n'a pas d'équipe ponctuelle parce que en fait, on a du mal à ne pas rémunérer les gens à leur juste valeur, et comme on n'a pas un budget délirant, du coup, on est obligé de faire beaucoup nous-mêmes. Après, on travaille aussi avec des associations, notamment là, on a eu une jolie relation avec Wake Up Café qui s'occupe de détenus qui sont en liberté conditionnelle, et pour leur amener aussi autre chose que leur quotidien, et eux ils ont mené, en fait nous on arrive en tant que support, on leur explique le principe du festival, et ils ont fait travailler les détenus eux-mêmes. Donc on peut aussi avoir des liens comme ça, ou comme l'école Talentiel à Vauréal, parce qu'on essaye de faire des choses avec les acteurs locaux du Val d'Oise. L'école Talentiel, comme il y a eu le Covid, c'était aussi très compliqué de faire des ateliers photos. Mais du coup, on est venu dans l'école, on a expliqué ce que c'était le festival, on a projeté aux enfants les artistes les travaux photographiques qu'on voulait montrer, et après ça a été les professeurs qui ont pris le relais pour que nous ensuite on récupère les images et qu'on expose les photos des enfants. Donc ça se passe comme ça en fait. On essaye de trouver mais malheureusement on n'a pas encore le budget pour faire travailler des médiateurs. J'adorerais, hein, franchement. Pour l'instant, on n'a pas encore ce budget-là. Et quelles sont les difficultés d'un festival comme celui-ci? Alors le Covid a été terrible, hein, parce qu'il a fallu. En même temps, ça nous a obligés. Nous, on est obligés de se réinventer chaque année, hein, parce que comme on change de lieu chaque année, on peut pas se reposer sur un lieu et établir, dire voilà, le plan c'est ça, les murs c'est ça, et on fait avec ça. Donc on est obligé à réinventer le festival à chaque fois. Mais c'est vrai que ça nous a compliqué la vie, parce qu'au départ on était sur un format d'un mois au printemps, et qu'avec le Covid on a dû déplacer à octobre-novembre. Cela dit, c'est une période qui est plutôt bien, parce que d'abord il y a moins d'événements, et puis ça permet aussi à plus de scolaires de venir, puisqu'on est en début d'année scolaire. Donc ça c'était la grosse difficulté, c'était ça. La difficulté c'est aussi d'arriver à montrer, parce qu'on est très exigeante avec Mathilde, arriver à montrer des tirages de qualité dans les meilleures conditions possibles. Donc on travaille beaucoup avec des galeries qui nous font confiance, et ça je tiens à les remercier, parce que ça soit l'année dernière la galerie Christophe Gaillard grâce à Audrey Bazin, la galerie In Camera, évidemment la galerie Caméra Obscura pour laquelle je travaille, ou d'autres galeries qui nous prêtent des œuvres pour qu'on puisse les montrer. Mathilde a une spécialité dans la photo 19e, donc on essaye aussi de montrer de la photo, des papiers albuminés, des choses comme ça. Et là, on fait appel à des collectionneurs. Donc voilà, on essaye de se débrouiller. Je crois qu'on est assez forte en système D, hein, en fait. Mais voilà, les difficultés qu'on rencontre, c'est ça, c'est qu'on est exigeante, qu'on a une certaine vision de la photographie, qu'on a envie d'apporter en tout cas au public des choses de qualité, et d'avoir des scénographies qui sont dignes ça paraît prétentieux de dire ça, mais d'un musée ou d'une galerie. Donc la difficulté, elle est, avec notre budget qui est restreint, d'arriver à faire ça. Mais c'est beaucoup d'huile de coude, c'est beaucoup de travail, c'est des journées où on compte pas ses heures, mais bon, je crois que dans la photographie c'est assez fréquent quand même. Et en parlant du coup de planning, d'organisation, comment tu gères ton temps? Comment sont à peu près rythmées tes semaines? Alors j'imagine que c'est très différent en fonction des mois, parce que quand plus ça se reproche du festival, j'imagine que ça doit être différent. Mais comment tu t'organises pour tout mener de front? C'est compliqué, surtout que j'ai besoin de dormir, c'est ça mon problème. Si je pouvais ne dormir que 3 heures par nuit, ça serait formidable. Et non, en fait, je suis en permanence en action, quoi. Et c'est vrai que, en plus, une chose dont j'ai pas parlé, c'est que aussi de plus en plus, tu le sais mieux que moi, il faut aussi s'occuper des réseaux sociaux, de faire connaître. Il y a plus seulement le savoir-faire, il faut aussi faire savoir. Et ce travail hyper chronophage de présence sur les réseaux sociaux, c'est moi qui m'en occupe pour le festival, aussi un peu pour la galerie. Donc ça prend beaucoup de temps.
Donc, je travaille en permanence. Je sais pas comment je m'organise. J'ai la chance d'avoir un cerveau qui fait que je peux gérer plein de choses en même temps. mais c'est vrai que bon, ça laisse peu. Enfin, mon grand regret, c'est que j'ai peu de temps pour mon travail personnel. Et là, justement, j'essaye. L'année dernière, j'étais lauréate de la Fondation des Treilles pour faire un travail personnel sur ma vie, mon enfance, enfin, sur un drame qui s'est passé dans mon enfance. C'est pas que je veux ramener ça à moi, mais c'est juste que je regrette juste d'avoir pas assez de temps pour m'occuper de ma photographie. Mais bon, ça, voilà, c'est comme ça. Et je reviens par rapport à ce que tu as dit sur réseaux sociaux. Quel est ton rapport avec réseaux sociaux, Instagram, Facebook? Je sais pas si toi, comment tu le vois, comment tu vois les évolutions, comment tu vois le changement que ça a pu faire aussi dans ton métier. T'en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu pourrais nous dire Alors, c'est une question complexe, j'imagine. C'est complexe, mais c'est très important parce que ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place et surtout, ma crainte, c'est toujours de voir la photographie se résumer à des images qui passent sur Internet, qui sont likées parce que elles sont spectaculaires ou colorées et qu'on en oublie l'essence même de la photographie. En fait, c'est ça ma crainte par rapport à ça. Il se trouve que là, je fais avec Jean-Christophe Béchet, j'ai oublié de dire qu'aussi que j'ai écrit des livres sur la photographie, notamment sur le portfolio photographique aux éditions Erol. Et là, j'interviens sur un livre sur la photographie aux éditions EPA, où j'ai écrit sur les réseaux sociaux. Et donc, c'était un peu une immersion, c'était assez intéressant de voir comment en 20 ans ça s'est imposé, comment aussi certains réseaux ont disparu, je pense à Flickr par exemple, ou Google+, à un moment c'était très à la mode, donc il y a des choses qui disparaissent, des choses qui arrivent, il faut se tenir tout le temps au courant, c'est compliqué, il faut liker, c'est toute une stratégie à mettre en place qui prend énormément de temps pour au final un résultat où on s'aperçoit, il se trouve que j'ai interviewé quelques photographes qui sont sur Instagram qui m'ont dit de toute façon si t'y étais pas dès le début en 2011, c'est foutu, tu dépasseras jamais les 100 000 likes. Et surtout ce qui est inquiétant dans l'histoire, c'est que maintenant, que ce soit des entreprises ou des festivals, beaucoup moins heureusement, mais par exemple des entreprises qui veulent faire travailler des photographes, ils vont aller voir le photographe qui a le plus de likes. Et est-ce que comme si c'était un critère de qualité. Moi je suis pas d'accord. Je veux dire, la photographie Instagram, c'est pas la photographie en soi. Il y a des photographes qui font des travaux subtils, qui sont sincères dans leur démarche, qui font des choses touchantes, qui n'auront jamais l'audience Instagram parce que évidemment, s'ils postent leurs images sans contextualisation, sans connaître l'histoire du photographe, sans connaître ce qu'il aborde, ou si c'est parce que la photo est sombre, par exemple, il y aura pas de like et du coup, il va passer inaperçu. Et ça, c'est un vrai danger, je trouve, que finalement, il y a une espèce de dictature du réseau social qui va promouvoir qu'un certain type de photographie. Donc, je dis attention, danger. Voilà ce que je peux dire. Mais oui, sinon, pour revenir un petit peu, parce que tu me posais une question qui était vraiment intéressante et j'ai l'impression d'avoir un peu survolé sur à l'époque où j'étais à Réponse Photo et quand j'ai vu arriver Internet, les réseaux sociaux et le numérique, tout ça en même temps. Et tu me disais, mais pourquoi ça a paupérisé les photographes? Ça les a paupérisés parce qu'en fait, sur Internet, c'est quand même le western, c'est le Far West, c'est-à-dire que avant que tout ça s'établisse, qu'il y ait des droits versés aux photographes, qu'il y ait une espèce de police qui, alors j'aime pas ce mot, mais il fallait quand même un petit peu réguler quoi cet ogre. Et ils ont morflé quoi, ils ont beaucoup morflé, on le sait. Bon, maintenant ça c'est un petit peu équilibré, mais encore aujourd'hui, c'est inimaginable pour un photographe, c'est très compliqué de partir sur un projet au long cours, avoir des aides pour travailler sur un sujet de fond. En fait, on a l'impression qu'on est avec Internet dans l'immédiateté permanente et les télévisions. Alors le pire, c'est étant un autre réseau social qu'on oublie, mais la télé
d'une certaine manière, et notamment les chaînes d'infos en continu, nous imposent aussi un rythme extrêmement rapide où on peut plus se poser, on peut plus réfléchir et on est en permanence abreuvé d'informations qui disparaissent les unes après les autres, un peu comme les fils, vous savez, les fils Facebook et tout ça, où une info chasse l'autre, elles sont toutes au même niveau, il y a plus de réflexion sur oui, mais il se passe ça, pourquoi il se passe ça, est-ce qu'on pourrait aller chercher les origines du conflit ou les origines, les espaces de discussion, les espaces un petit peu, alors il y a un peu ça à la radio, heureusement, et je te remercie de donner la parole et de me laisser parler sans m'interrompre, mais c'est vrai, c'est devient de plus en plus rare maintenant, que ce soit à la télévision, à la radio, enfin les interviews, c'est effrayant, les gens n'ont plus la capacité de s'exprimer, de développer une idée, de réfléchir un peu. Voilà, enfin bon. Donc ouais, moi je regrette un peu cette accélération du temps mais malheureusement on est obligé de faire avec. Donc moi je me sers comme tout le monde des réseaux sociaux pour promouvoir le festival, pour promouvoir des travaux de photographes que j'aime. J'essaye à ma petite mesure d'essayer d'utiliser ces médias qui sont en notre possession pour en faire quelque chose que j'essaye de faire dans mon éthique et voilà. Quelles sont les autres évolutions que tu as pu voir depuis 20-30 ans, enfin depuis 10 ans, quels sont du coup là on a pu parler des réseaux sociaux, on a aussi abordé d'autres sujets, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as pu voir, et donc du coup là c'est ma question aussi où je trouve ça aussi intéressant d'avoir un petit regard sur ce qui s'est passé, et sur aussi si toi, s'il y a des choses que tu penses qui vont s'accentuer ou qui vont disparaître dans les prochaines années. Alors, ce qui est formidable en photographie, et ça c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, c'est qu'aujourd'hui on peut aussi bien imprimer sur des papiers japonais que faire des procédés historiques, que aller au laboratoire déposer encore sa pellicule. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir. J'aimerais bien revenir un petit peu là-dessus parce que ça je l'ai vu arriver avec le magazine et finalement j'aimerais que ça perdure parce que on a cette chance quand on est photographe aujourd'hui de pouvoir disposer d'une palette d'outils mais absolument énorme. C'est-à-dire que on peut faire de la photo numérique, faire shooter ces fichiers pour en faire des négatifs et faire des tirages à l'atelier Fresson, par exemple, qui est un procédé du 19e siècle. Et de la même manière, on peut encore faire de l'argentique et le tirer soi-même. Alors les papiers en argentique se raréfient. Et moi, c'est ma crainte. Tu me disais quels sont les risques. Moi, ma crainte, c'est que tout ça devienne très cher. Il y a plus d'appareils argentiques qui sont fabriqués, donc si tu veux t'acheter un Mamiya A7 aujourd'hui, il faut 2000 €. Donc elle existe toujours, cette photographie-là, et moi j'ai un peu peur qu'elle finisse par disparaître. Alors on pourra toujours émulsionner du papier et faire des tirages cyanotypes, en mettant du papier émulsionné au soleil. On pourra toujours utiliser des procédés chimiques et encore, ça se raréfie aussi certaines chimies. Donc, je pense qu'il faut être quand même un peu alerté sur le fait que certaines choses qu'on peut faire aujourd'hui avec la palette d'outils qu'on a extraordinaire risquent de devenir de plus en plus compliquées. Là, on voit le prix de la Kodak Portra, du film Kodak Portra a flambé. Il y a plus beaucoup d'acteurs qui font du film. C'est assez amusant de se dire qu'aujourd'hui, des marques comme Fujifilm, finalement, elles font leur chiffre d'affaires essentiellement grâce au film instantané Instax, alors qu'ils y croyaient plus, qu'ils ont tout misé sur le numérique. Donc c'est assez troublant tout ça, parce qu'on se dit mais finalement il y a en plus chez les jeunes une vraie attirance, une vraie appétence, je crois, pour la photographie argentique, parce que ça reste magique de faire son premier tirage sous l'agrandisseur, en lumière inactinique, et voir se révéler l'image, ça reste quelque chose d'unique. J'espère que ça pourra perdurer, parce que aujourd'hui les prix augmentent, la matière première, en plus là on a vu le prix du papier augmente aussi, le prix de l'argent, parce que pour la photo argentique il faut de l'argent, augmente aussi, donc j'ai peur que ça disparaisse. Après, j'ai pas du tout parlé aussi de l'édition photo, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup.
Et peut-être on peut en parler un petit peu. Dans cette période où j'étais à Réponse Photo, j'ai vu un espèce de boom de l'édition photographique, et quelque part tant mieux. Sauf que, en fait, la difficulté que rencontrent les éditeurs, alors moi je défends beaucoup les éditeurs français, ils sont tous réunis sous une enseigne qui s'appelle, alors je crois qu'ils ont changé là récemment d'appellation, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est France Photobook. Ils essayent de se défendre parce que le problème de l'édition française, c'est que forcément c'est en français, et même si c'est traduit en anglais, ils ont peu de débouchés à l'étranger, contrairement aux éditeurs anglo-saxons qui eux peuvent diffuser dans le monde entier. Et je parlais du prix du papier. Là, le prix du papier augmente beaucoup, donc pour eux, c'est des coûts terribles. Le livre photo coûte cher à fabriquer parce que c'est un objet de qualité où il faut suivre chaque étape. La photogravure, l'impression, faut être aux machines pour avoir la meilleure chromie possible pour que ça soit fidèle à ce qu'on veut faire. Donc tout ça, c'est des coûts. Donc le livre photo coûte cher relativement. Enfin, moi, je trouve que c'est pas encore très cher par rapport à un resto, par exemple. Donc, je milite beaucoup pour que les gens achètent des livres parce que tout le monde veut faire des livres, mais qui en achète vraiment? Alors moi j'achète beaucoup de livres photos et je profite du temps d'antenne pour dire il faut acheter les livres photos, il faut soutenir les éditeurs français parce qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à exister. Ils croulent sous les projets, ils sont en permanence sollicités par des photographes, mais en même temps les débouchés sont assez restreints. Et les ventes de livres photos sont, en fait, c'est un espèce de miroir aux alouettes. On a l'impression qu'il y a plein de livres qui sortent, donc on a l'impression que voilà, c'est mirifique et que les livres photos se vendent beaucoup. Et en fait non, les tirages aujourd'hui, ils sont plutôt dans les 500, 700 exemplaires, ce qui est pas beaucoup. Le nombre de librairies photos, de librairies qui ont un vrai rayon photo en France, sont de l'ordre de 50. C'est pas beaucoup quand on y pense. Donc il y a un vrai problème au niveau de l'édition photo, et ça je trouve c'est vraiment dommage. Alors voilà, dans les choses, si je peux faire. Et pourquoi tu penses que les gens achètent moins de livres photos? Alors je pense qu'ils sont juste sollicités par énormément de choses, quoi, en fait. Parce que il y a plein d'expositions, il y a une offre culturelle qui est pléthorique, et que en plus avec le Covid, là on voit qu'il y a des habitudes qui se sont perdues. Je pense qu'il y a aussi le fait que sur Internet on peut faire des visites virtuelles, donc les gens se déplacent moins. Alors il y a les gens qui achètent des livres photos, je pense qu'ils en achètent de plus en plus, mais c'est un tout petit monde en fait. Parce que le livre photo, il nécessite, par rapport à la littérature, quand on est à l'école, on apprend à lire, on va lire les textes de Victor Hugo, je sais pas, d'Émile Zola ou d'autres, et on va se faire notre culture littéraire. En photographie, on n'a pas ça à l'école, en fait. Et pour atteindre la culture photographique, pour être sensible à un livre photo la photo, c'est une grammaire, la photo, elle a besoin de texte pour être comprise un petit peu. Enfin, j'aime pas dire ça. Moi, j'aimerais qu'elle se suffise à elle-même, mais pour qu'elle atteigne un plus large public, pour qu'un plus large public puisse acheter des livres photos d'auteurs, de gens qui s'expriment vraiment avec la photographie, il faudrait qu'ils aient déjà une culture photo. Et on s'aperçoit que finalement, la culture photo, même si elle est de plus en plus présente, heureusement, il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup de galeries, ça reste encore un petit milieu. Et que les gens, n'ont pas forcément les clés. Quand ils ouvrent un livre de photographie où il y a que des images, où il y a très peu de texte, comment ils peuvent atteindre ça? Pourquoi ils l'achèteraient? Pourquoi ils mettraient 30 € ou 40 € dans un livre qui leur donne pas, parce qu'ils n'ont pas cette culture-là. En fait, je crois que c'est un vrai problème de culture et d'éducation à l'image qu'il faudrait faire dès l'école, en définitive. Voilà, c'est mon explication, et c'est pour ça que moi, dans les livres de photos, j'aime bien quand même, mais c'est pareil pour le festival, c'est pareil pour tout ce que je fais, expliquer. Avec des mots simples, en fait, la démarche du photographe, ou c'est ce que je fais dans les cas. Enfin, si tu viens au festival, tu verras que tous les travaux des photographes sont expliqués avec un langage clair, accessible à tous.
Je pense que c'est notre rôle, mais ça c'est peut-être parce que je viens de la presse et que j'étais journaliste, et que du coup notre rôle aussi c'est de faire des passeurs entre l'univers d'un artiste, d'un photographe, et l'univers de quelqu'un qui a pas forcément cette culture-là, qui a un hors-champ photographique qui est le sien, mais qui a peut-être vu une ou deux, qui connaît peut-être un ou deux noms de photographes. Faut faire le test. Alors nous à Paris évidemment c'est un peu tronqué, mais tu vas en région, tu demandes dans la rue un nom de photographe, c'est pas évident qu'ils puissent t'en citer tant que ça, quoi, voire même pas du tout. Donc il faut être conscient de ça. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions ou quelque chose que tu souhaiterais ajouter J'ai déjà l'impression d'avoir beaucoup parlé. Non, les podcasts c'est formidable, je trouve. Bah, tiens, on peut, allez, je te fais un peu d'auto-promo. Non, mais je trouve ça, enfin, à la fois, et maintenant il y en a beaucoup. J'ai été aussi interviewée, peut-être tu le connais, Yannick Le Guillanton, qui fait aussi des podcasts sur la photographie, et je te remercie de m'avoir donné la parole. Mais je trouve que c'est bien ces podcasts. Le Monde de la photo aussi m'avait interviewée. Je pense que c'est une manière intelligente de diffuser la culture photographique, en fait. Ces podcasts, parce que c'est du coup un média gratuit. On peut l'écouter en voiture ou dans le métro avec le casque sur les oreilles. Je trouve ça assez génial, quoi. Et en fait, pourvu que les podcasts continuent et se diffusent. Non, mais je suis d'accord. Moi, ce que j'apprécie beaucoup avec les podcasts, c'est le fait d'avoir du temps et de pouvoir, d'être dans le creux de l'oreille de quelqu'un et de pouvoir prendre le temps de parler, de rentrer dans des sujets et de pas être parfois d'être dans un zapping qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux ou sur certaines plateformes, d'avoir de l'information très vite, mais d'être un peu frustré aussi, voilà. Donc c'est vrai que moi j'apprécie aussi, j'en écoute beaucoup, donc merci. Merci. Est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes qui travaillent déjà actuellement ou qui souhaitent se lancer dans la photographie. Mais là, du coup, cette question, je la veux pas du tout formelle. C'est vraiment, ça peut être vraiment un sentiment ou des choses que tu as vues où tu te dis, zut, là, c'est pas la bonne direction. Ou alors ça peut être très 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 objectif et en disant voilà il faut faire un portfolio de cette taille-là. L'idée c'est vraiment d'ouvrir Ah bah il y a plein de directions. Je pourrais répondre effectivement. Tu parles des portfolios. Enfin, c'est un peu ce qu'on enseigne dans la masterclass qu'on fait avec Flore sur comment présenter son travail, comment en parler, comment bien en parler. C'est super important, la présentation du travail, des bons tirages. Alors moi, je suis très attachée au tirage, tu l'as compris. Donc forcément, je vais inciter avec Flore, on incite beaucoup les photographes à présenter leur travail sous forme de tirage et de beaux tirages bien présentés, parce que c'est un respect aussi vis-à-vis de la personne à qui on va montrer le travail. Mais juste, je voulais revenir parce que je m'aperçois que j'ai cité aucun nom de photographe, mais en même temps, si je commence à en citer certains, il y en a d'autres qui vont dire elle a cité ceux-là et je vais en oublier d'autres, donc ça m'embête un peu. Mais des conseils à donner. Je crois que le conseil principal, j'ai envie de dire que la photographie, c'est devenu tellement difficile, honnêtement. Enfin, moi, je suis admirative des photographes qui coûte que coûte poursuivent leur mission de témoigner, de créer, de s'exprimer, et que du coup il faut vraiment y aller que si on a vraiment quelque chose, qu'on a la foi. Enfin, je veux dire, j'exagère un peu, mais c'est pas loin de ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y croire, faut être vraiment sincère, faut vraiment être accroché parce que c'est vraiment vraiment difficile d'en vivre. Alors il y a plein de prix qui existent maintenant, il y a plein de bourses. Mais on s'aperçoit que l'effet pervers de ça, c'est que finalement les photographes se retrouvent à faire dossier sur dossier en permanence. Et finalement, le temps où ils font de la photo est de plus en plus restreint parce qu'ils doivent être sur les réseaux sociaux, ils doivent faire des dossiers, ils doivent créer des notes d'intention. En fait, on leur demande aux photographes d'être d'avoir plein de talents différents, de savoir écrire, de savoir se vendre, de faire de la compta. Enfin bon, je crois que c'est un des rares métiers où il faut être aussi divers, quoi, dans ses compétences. Donc, tu me demandais quels conseils à des jeunes photographes ou à des gens qui voudraient se lancer en photo. Il faut vraiment y croire, hein, parce que c'est dur. Mais bon, en même temps, si on a des choses à faire, il y a encore des choses à faire en photographie. Moi, je crois beaucoup à la photographie, au médium photographique.
Et j'ai pas envie qu'il soit trusté par des gens qui viendraient d'autres milieux, parce que moi c'est un peu la crainte que j'ai toujours. La photographie, elle est très généreuse, elle accueille plein d'autres. Elle accueille la peinture, elle accueille la vidéo, elle accueille. Je suis désolée, dans les musées de peinture, on n'accueille pas de la photographie. Alors, enfin, maintenant c'est en train de changer. Là, j'ai vu que le musée Mayol avait fait une exposition de photographie, tant mieux. Mais je trouve que, enfin, il faudrait quand même revenir un peu sur nos fondamentaux en photographie et plus défendre la photographie aujourd'hui, parce qu'elle en a besoin, en fait. Et plus défendre les photographes. En plus, c'est vraiment, enfin, plus leur donner la parole, par exemple, aussi. Dans les journaux, je suis toujours frappée, là, les troupes russes viennent d'envahir l'Ukraine, j'aimerais avoir la parole des photographes sur place, quoi, dans les médias. Parce qu'eux, ils sont aux premières loges. Alors bon, là, c'est l'exemple du reportage, hein, c'est pas toute la photographie, mais je trouve qu'à chaque fois, ils sont toujours un peu oubliés, les photographes. Enfin, évidemment, je milite pour qu'on leur donne la parole, pour qu'ils soient plus visibles, pour qu'on les défende, que leurs droits sont défendus. C'est vrai, je vois par rapport au milieu de la musique où il y a la SACEM qui distribue des droits. Alors, il existe des organisations qui s'occupent de ça. Il y a l'UPP pour les photographes professionnels, il y a la SAIF, l'ASCAM et tout ça qui reverse des droits. Mais là, les photographes, je pense par essence étant des solitaires, ils n'ont pas réussi à se fédérer de manière très efficace. Contrairement aux musiciens ou à d'autres professions comme le cinéma aussi qui a des fédérations très puissantes, hein. Il n'y a pas de vrai lobby de photographie en France, quoi. Et alors il y a les filles de la photo qui font un travail formidable, dont je fais partie aussi. Mais voilà, il y a on a bien vu, hein, le bureau à la photo. Enfin, il y avait un poste au ministère qui a été un petit peu converti en bureau, alors que c'était une délégation. C'est des signes quand même qui montrent. Là, on est en pleine période d'élection. Quel est le programme? Alors sur la culture, n'en parlons pas. C'est quand on regarde les candidats sur la culture, ils ont rien à dire. Mais alors sur la photographie, c'est le néant. Mais c'est terrible. Enfin, je veux dire, il faudrait quand même qu'à un moment donné, je sais pas, il se passe quelque chose, parce qu'évidemment ces gens-là n'ont pas, enfin les gens qui nous dirigent n'ont pas la culture de la photographie. Pour eux, les photographes, c'est ceux qui vont les photographier sur le perron de l'Élysée. Non, c'est pas que ça. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. L'éducation artistique, qu'il n'y ait pas un lobby plus puissant pour faire rentrer la photographie dans les hautes instances, parce qu'en fait, il y a que comme ça qu'on pourrait faire des choses. S'il y a une volonté politique derrière, quoi. Quelles sont les évolutions et les souhaits qu'on pourrait avoir pour les prochaines années dans le milieu de la photographie ? Alors, il y a un souhait que, évidemment, moi étant femme, un souhait que j'aurais, c'est que justement les femmes soient plus visibles de manière tout à fait, et qu'on puisse aborder ces questions sereinement, de la visibilité des femmes dans la photographie et dans tous les milieux artistiques, et que du coup on n'ait plus à se poser de questions, ou qu'on n'ait plus besoin de pointer tel musée ou tel festival qui expose pas assez de femmes photographes, que ça soit quelque chose de naturel, que les travaux des femmes soient aussi considérés que les travaux des hommes, et que tout ça arrive à une certaine sérénité. Parce que je trouve que c'est dommage de mener une sorte de, enfin, je vais pas dire de guerre, mais on rattrape un retard énorme et il faut en passer par là. Je crois que c'est vraiment important, parce que c'est vrai que des femmes ont été oubliées, qu'il y a des trous dans l'histoire de la photographie, dans l'histoire de l'art en général, qu'ont pointé certaines associations, et du coup il y a un retard énorme à rattraper. Pour autant, je souhaite qu'un jour on puisse en arriver au fait que voilà, on a rattrapé le retard, on est en équilibre et en osmose, et que hommes et femmes puissent s'exprimer, enfin sans avoir toujours ce souci-là. Enfin bon, je suis pour la paix entre les hommes et les femmes. Ah, c'est clair, il y a encore il y a encore du chemin, mais j'ai l'impression que ça évolue quand même Ça évolue dans le bon sens. Ça évolue dans le bon sens.
ça passe peut-être par un peu un excès inverse, mais c'est logique, hein, il y a eu tellement de retard, il y a tellement de retard à rattraper que du coup je pense que pendant des années les femmes vont être à l'honneur, et tant mieux, parce que voilà, on le mérite. Mais que voilà, ça serait bien aussi qu'à un moment donné voilà, il y ait plus à se poser la question et que ça soit naturel, tout simplement que les femmes ont leur place tout à côté des hommes et qu'elles font des choses formidables. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Non, mais super intéressant. Effectivement, il y aurait encore plein de choses à se dire et on va voir comment ça va évoluer. Mais merci beaucoup. Merci Marine pour de ce m'avoir laissé moment. parler aussi longuement sans m'interrompre. J'apprécie beaucoup. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!